François Devoyer, bonjour. Paul-Marie Couteau, bonjour. Merci d'être au siège du Nouveau Conservateur, mais c'est-à-dire chez vous. Merci d'être chez vous, puisque vous êtes un fondateur de la revue. Les lieux. Un fondateur qui a une particularité intéressante et qui va bien avec votre côté esthète. C'est vous qui avez choisi la couleur de ces numéros qui sont derrière nous. Le vert Oxford. Oui, mais c'est le vert conservateur et c'est le vert du conservateur de Les Anglais nous veulent tout. Les Anglais nous volent tout, on a tout volé aux Anglais. Bien, en tous les cas, merci pour ce verre et merci pour vos contributions régulières. Vous écrivez dans chaque numéro du Nouveau Conservateur. J'espère que nos amis de TV Liberté vous connaissent de nom, parce que vous êtes entré dans l'histoire, si l'on peut dire. François Devoyer, par un coup de maître, un coup d'essai qui fut un coup de maître, l'organisation de la Convention de la droite. C'était en 2019. 2019, le 28 septembre 2019, si je me souviens bien. Puis un autre grand coup, vous avez fondé avec Éric Techner le Livre Noir. Alors au début, je n'avais pas du tout compris ce que c'était. Vous allez nous dire ce que c'est. En un mot, c'est un média. Un média. Voilà, sur Internet, un média en ligne, oui, qui permet d'accéder à essentiellement des portraits, des entretiens longs de différentes personnalités du monde politique, de la culture. Mais c'est un concurrent de TVL, je suis en train de me rendre compte. Exactement. Mais non, il n'y a pas de concurrence à droite, pas d'ennemi à droite, pas de concurrent à droite. On vous a connu aussi comme ami, très proche ami de Marion Maréchal. C'est pourquoi vous avez organisé d'ailleurs la Convention de la droite. Vous avez été un militant de la cause nationale sous les couleurs de Marine Le Pen en 2017. Oui, par le biais justement de l'association Audace. C'était l'époque parce que j'aime pas vraiment l'esprit de parti, donc vous n'êtes pas entré au Front National. Apprécié, j'avais adhéré l'année 2017, mais jamais en dehors parce que je ne me sens pas très à l'aise dans les formations partisanes. Et vous n'avez pas renouvelé en 2018? Non. On va voir tout ça. Et puis, commençons par le commencement. C'est pas tout à fait le commencement, mais vous êtes dans notre galaxie où il y a beaucoup de fonctionnaires, il faut bien le dire. Vous êtes une perle rare. Vous avez créé une entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Cofondé, qui vous prend une quinzaine d'heures par jour. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'activités. C'est parfois difficile de ménager un emploi du temps correct, mais c'est de l'accompagnement de personnes à mobilité réduite. Voilà, personnes qui vont de leur domicile à leur travail. Eh bien, on leur assure un véhicule pour avec des subventions publiques quand même. Non, pas nous directement, mais effectivement les entreprises qui font appel à nous, elles pourront être aidées et défalquer une partie du coût de ces transports en payant un peu moins d'amende. Vous savez, aujourd'hui, il y a un système. J'ai compris. On a très bien compris à propos des amendes, mais est-ce que vous avez des collaborateurs pour ça, j'imagine? Oui. J'ai en particulier une associée que je remercie parce qu'elle me soulage de toute l'aspect administratif. C'est pas votre fort, peut-être? Oui, non, pas vraiment, oui. Non. Alors, commençons là, pour le coup, par le commencement. François Louis Devoyer d'Argenson. Vous avez un nom magnifique sur lequel il faut que vous vous expliquiez. Cher François-Louis, grande famille française de l'Ouest, des Pays de Loire. Parlez-nous un peu de votre généalogie, de vos ancêtres. Je sais que vous n'aimez pas le faire, mais non. Vous ne pouvez pas vous en sortir autrement. C'est la première fois que je vais le faire. Non, c'est une... Le sang parle, après tout, vous savez. Oui. Contrairement à ce qu'un peuple pense. Il y a une très belle une notion que vous connaissez certainement, c'est la notion de maison. L'ancienne manière de désigner une famille, c'était une maison. Parce que ça vient du latin manere, le mot maison, rester, demeurer. Et la maison, c'était là où se développait une famille, mais aussi effectivement des valeurs qu'on se transmettait de génération en génération. Et il y a quelques traits communs aux membres d'une généalogie, ce qui est appréciable aussi. C'est à la fois une charge, parce qu'on a un sens du devoir, je pense, peut-être un peu plus appuyé, quand on peut suivre sa généalogie. Ça, vous l'avez, ce sens du devoir, vis-à-vis de
J'espère, en de tout vos cas. ancêtres. J'espère, mais oui, c'est souvent un poids, et ça l'a été peut-être plus jeune davantage encore. Aujourd'hui, je suis un peu soulagé parce que je me suis justement engagé dans la vie publique, pour le bien commun. Mais quand je n'étais pas encore engagé, je pense que cela me pesait de me dire que je n'avais pas accompli ce que d'autres avant moi avaient réussi à accomplir par le courage, le travail et la volonté. Voilà. Et c'est une famille qui remonte effectivement une famille d'épée, donc qui remonte aux alentours entre le 13e et 14e siècle, de Touraine, du sud de la Touraine, Paulmy précisément, et Argenson, qui est sur la commune de Maillé, c'est le village martyr pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a eu toute une... Ça, c'est la branche d'Argenson. Oui. Et enfin, les Voyers se sont alliés aux d'Argenson à la fin du XVIe siècle. Et ensuite, il y a toute une lignée de serviteurs de l'État, ambassadeur à Venise, garde des Sceaux sous Louis XIV, le garde des Sceaux qui est l'un des personnages les plus connus de la famille. d'Argenson. Voilà, chancelier et garde des Sceaux. Figure connue. Et qui a 2 enfants, 2 fils. L'un devient secrétaire d'État à la guerre, l'autre aux affaires étrangères. Et voilà, et ensuite la famille continue toujours au service, je pense, du bien commun, avec des tendances très différentes politiquement, mais toujours un engagement assez fort et une volonté de transmettre. La préfectorale, je crois. Aussi, oui, alors ça c'était le personnage le plus à gauche de la famille, qui était très engagé, qui a été préfet sous Napoléon Ier, préfet des Deux-Nettes, c'était la région actuelle d'Anvers, en Belgique. Oui. Et donc qui a été le premier à s'opposer à Napoléon Ier. Il a entraîné un sénatus par esprit républicain. Par esprit républicain qui n'était pas encore si développé, qui s'est développé sous la Restauration et monarchie de Juillet. Il était vraiment l'opposant de gauche par excellence. La seule voix qui tonitruait contre, en partie le conservatisme à l'époque, mais surtout contre les ultras les ultra-royalistes qui parfois mettaient sous le boisseau quelques excès commis dans leur rang. Je pense à la Terreur blanche en 1815. Il a été un des rares à la dénoncer. Et il y avait aussi l'inverse, j'imagine. Il y avait aussi dans la famille des royalistes fidèles. Mais j'allais dire, il était conservateur dans le sens où il s'opposait aux libéraux purs. Il avait une défense de la personne. Là, vous parlez du préfet gauchiste de celui de gauche, oui, tout à fait. Oui. Et ensuite, bien sûr, beaucoup ont défendu, je pense, une certaine vision de la France et ont surtout servi la communauté nationale, à quoi qu'elle ressemble au fil du temps. Oui. Donc oui, c'était une fierté et une pression aussi, une gravité qui pèse sur les épaules. C'est très joli ce que vous disiez, c'est-à-dire que jeune, ou peut-être enfant, l'idée d'avoir une famille si prestigieuse, même les 2 branches sont prestigieuses, Voyer et Argenson, vous tétanisez, enfin vous faisiez peur. Serais-je à la hauteur, c'était ça Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Mais c'est toujours le cas. Sans pression familiale. C'est toujours le cas. Non, sans pression particulière. C'est aussi une manière d'aborder l'histoire, par l'histoire personnelle, familiale. Vous comprenez peut-être un peu autrement, peut-être de manière un peu plus charnelle, la grande histoire, l'histoire de France. Et vous comprenez qu'il y a des moments où on ne peut pas rester à cultiver son jardin. Alors, votre enfance se déroule où, donc ? Mon enfance alors, je suis né au Mans, et mon enfance se déroule à Orléans. Pour les études ? Bon, j'ai pas un souvenir particulièrement heureux, sauf effectivement le défilé de Jeanne d'Arc, que j'étais trop petit pour qu'elle... Non, mais j'avais pas à l'époque, pas d'image particulière sur Jeanne d'Arc, mais c'était simplement... Orléans, c'est la ville où la moitié de la cité défile devant l'autre au moment de ce défilé. Donc il y avait un côté sympathique, je voyais mon père, mon frère défiler dans la rue. Alors, avez-vous fait des études de... Alors, Hippocagne-Cagne, qui sont mes plus grands et beaux souvenirs, parce que c'est l'école de l'humilité. À Paris, alors ? À Paris, oui. Oui. Où ? Victor Duruy. Très bien. Un lycée public près de Saint-François-Xavier. Et c'est l'école de l'humilité parce que enfin on se rend compte à quel point le savoir est littéralement infini et que il faut être vraiment très modeste à l'égard du peu qu'on a accumulé. Et on sort du lycée en se disant que
connais très bien tel ou tel auteur, et puis... Et tout naturellement, vous vous engagez en politique? Et oui, mais beaucoup plus tardivement, donc après Hippocagne-Ken, l'histoire, Sciences Po, Paris, qui a été... Alors, j'allais dire, ça a été le contre-engagement. Sciences Po, je me suis rendu compte à quel point les progressistes pouvaient vivre dans un conformisme et un moule idéologique très triste. C'était plutôt le côté gris de leurs convictions et de leurs engagements et de leurs propos prémâchés qui m'a d'abord repoussé. Moche. Avant moi-même d'avoir une opinion politique tout à fait formée. Il y a encore de l'esthétisme là-dedans. C'était moche. C'est vrai. C'était sans couleur, c'est ça? Vous dites gris. Triste, avec des références obligées. Il y avait vraiment des auteurs qu'on pouvait citer, d'autres qu'on ne pouvait pas citer. C'est très, très gris, très terne. Vraiment 2 années ternes à Sciences Po. Et puis donc la vie de l'entreprise et l'envie à un moment, autour de 2010-2011, entre autres parce que je travaillais justement dans des quartiers assez difficiles, Gennevilliers, Épinay-sur-Seine, Argenteuil. Mais forcément, là, on se rend compte que ça va pas. Il y a un basculement démographique, bien sûr, aussi une aliénation culturelle, donc une américanisation d'un côté, une libanisation de l'autre. Une libanisation de l'autre, voilà. C'est-à-dire des communautés étrangères. Et là, je vous dis que, en fait, si je ne m'engage pas, je le porterai sur mes épaules. Comment est-ce que je pourrais expliquer à mes enfants que je n'ai pas cherché à enrayer cette dramatique descente aux enfers de mon pays? Et ça a tout de suite été le Front National. Et ça, non. Alors, ça ne l'a pas tout de suite été, parce que j'étais dans une famille plutôt gaulliste sociale. Voilà, c'était une tradition de gaullisme social, du RPR, disons, mais ancienne mouture, Philippe Séguin, voilà. Et puis, forcément, eh bien, la trahison de Sarkozy. 2007, j'avais cru à la campagne de Sarkozy, à tout péché porte de Versailles. On pouvait y croire. Et puis dès le lendemain, le soir même de sa victoire, des infirmières bulgares, ce coup de com', un peu cette manip que j'avais trouvée un peu grossière et un peu vulgaire, en fait, je me suis dit, non, ça ne collera pas. Et j'ai commencé à écouter d'une oreille neuve, parce qu'on met facilement des œillères, le discours, effectivement, du Front National, qui était, où à l'époque commençait à agir Florent Philippot et un peu plus tard Marion Maréchal. Et j'appréciais les deux discours, j'aimais ces deux tendances au sein du Front National. Pas si conciliable que ça, quant à la stratégie. Mais quant à la stratégie, à l'époque, non, mais finalement, c'est tout à fait naturel dans une grande formation politique d'avoir des courants de pensée qui ne sont pas il fallait savoir si on était union des droites, pour caricaturer comme Marion Maréchal, ou ni droite ni gauche. C'était pas tout à fait la même stratégie, justement. Effectivement, sur le plan de la stratégie politique, vous avez raison. Oui. Si on prend le colbertisme de Florent Philippot, n'est pas du tout irréconciliable avec une forme de... l'union des droites. Non, je pensais plutôt à une forme de girondisme de Marion Maréchal. Au fond, ce sont des nuances là-dessus, ils ne sont pas particulièrement excités. C'est un grand débat. Et il y a des choses, et moi de ce point de vue, je ne tranche pas, il y a certains sujets sur lesquels... Autre chose. En effet, ce qu'on appelle un peu bêtement le jacobinisme, la centralisation, ça c'est très français comme débat, est une caricature de l'idée que l'État doit intervenir dans l'économie à un moment ou à un autre, et pas toujours, mais quelquefois. Et le girondisme, qui passe pour l'inverse, a aussi besoin de l'État, et n'est pas obsédé par les corps intermédiaires. Il y a une conciliation parfaite entre les deux. C'est ça. Oui. Et je pense d'ailleurs... D'ailleurs, De Gaulle, un peu, est un pragmatique, bien sûr, qui était assez décentralisateur. Tout à fait. Il l'a montré par maintes fois. Et de ce point de vue, je pense assez centralisateur en même temps. L'intérêt du conservatisme, c'est justement d'apporter de la nuance, c'est faire preuve d'un esprit de discernement en fait, et de se dire qu'est-ce qui fonctionne moins, de garder bien ce qui est légitime et de balayer ce qui n'est pas ou ce qui est nuisible. C'est au point d'avoir... comment avez-vous fait? Vous avez frappé à la section du Front National Littéralement, oui. J'avais envoyé un mail, j'avais réussi à récupérer le contact de Florent Philippot d'un côté, et j'avais par hasard rencontré Marion Maréchal. Ça devait être sa première conférence, c'était une causerie dans un café. Ah oui, oui, il y avait tout près de chez moi un café qui organisait des rencontres, et cette personne avait invité Marion Maréchal, tout
fraîchement élu. C'était tout début de 2012, 2013, deuxième partie de l'année 2012. Et effectivement, j'avais été séduit par une forme de charisme, son courage et sa sincérité. Parce qu'elle avait expliqué à cette occasion que finalement, si elle avait été candidate, c'était sous la pression de son grand-père et elle avait raconté toute cette histoire elle refusait, elle se cabrait, elle ne voulait pas entrer si tôt dans la vie politique. Et finalement, mais elle s'est lancée, et pas à moitié, quand elle fait les choses, elle les fait bien. Et donc, finalement, j'ai toujours été entre ces deux courants au Front National. Ça s'est plutôt bien passé. J'avais la chance d'avoir un pied dehors, donc j'étais pas dans les machinations, dans les calculs, les vengeances, les censures. Pour tout parti. Oui. Voilà. Et j'ai eu la chance de garder d'ailleurs des liens, bon, avec Marion de grande affection, mais également avec Florent Philippot, des liens réguliers, ouais. Puisqu'on parle de Marion, de quel œil la regardez-vous ? Enfin, vous êtes très amis, mais on ne sait jamais pourquoi on aime ses amis, mais qu'est-ce qui vous attire ? Elle a un instinct particulièrement étonnant. Enfin, vraiment, elle sent les choses avant tout le monde, ce qui dans la vie politique est essentiel. Et je ne sais pas, une simplicité, une sincérité qui est rare dans... Vous savez, je commence à avoir vu beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques. Il y a quand même un point commun, c'est un immense narcissisme qui conduit au cynisme. Qui conduit au cynisme et qui est très usant parce qu'en fait, ça les empêche justement de voir un peu plus loin que le bout de leur campagne électorale. Et elle a effectivement cette capacité à voir loin. Oui, bien sûr, à plusieurs reprises. Différents personnages. Différents personnages, une vraie autorité. C'est quelqu'un qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. C'est quelqu'un qui a un vrai charisme. Et que, voilà, on voit d'ailleurs, elle aime, en revanche, il lui faut une atmosphère de combat, de confrontation. On le voit en ce moment, elle n'a jamais été aussi bonne que depuis qu'Éric Zemmour vient marcher, entre guillemets, sur ses plates-bandes. La challenge, comme on disait au Moyen-Âge. Oui. Exactement. Vous avez même été candidat, je crois, pour le... Dans le sud de l'Aisne, tout à fait. Bleu Marine, en 2017. Château-Thierry, la ville de La Fontaine. Avec un bon résultat, vous avez dépassé 40%. 42,6, pas loin de... Et pour autant, vous n'êtes pas resté dans cette ligne ? Eh bien non, parce que j'ai dans cette estimé ligne, oui, mais dans cette appartenance, non. Oui, alors c'est-à-dire qu'après 2017, pour moi, il fallait que le Front National se transforme profondément. Ça n'a pas été fait au concret de 2018, donc ça a été une véritable déception. J'ai à ce moment-là, en accord avec Marine Le Pen, je n'ai pas du tout fait cela dans son dos, décidé de rendre l'association Audace dont je vous parlais, par le biais de laquelle je militais pour elle, indépendante, pour pouvoir d'abord accéder à d'autres personnalités, et éviter ce que j'avais observé dans l'entre-deux tours de la présidentielle, c'est-à-dire toujours cet éternel cordon sanitaire qui nous pourrit la vie depuis Mitterrand. Et donc, réconcilier les droites. Exactement. Essayer de les faire dialoguer, sans parler d'union des droites, mais voilà, au moins un dialogue, une convergence des droites. Et ça s'est plutôt bien passé. Je suis ensuite parti à Washington. J'ai accompagné Marion Maréchal justement au CIPAC, donc c'est cette grande réunion de tous les conservateurs, de tous les courants de droite américains. Et vous l'accompagnez partout, oui. Non, alors, mais c'est vrai que non, c'était passionnel parce que c'était spécialement intéressant pour... Voilà, parce que ça a été forcément la convention de la droite s'en est inspirée. Voilà. On s'est dit voilà ce qu'il faut faire. De la droite, exactement. Oui. Et voilà ce qui a permis en fait de comprendre. Tout part souvent de grandes défaites. Alors la droite aime beaucoup les défaites. Mais, si elle se transforme comme ça a été le cas dans le parti républicain américain en grande victoire, c'est une très bonne chose. Tout part aux États-Unis. Barry Goldwater, c'est en 1964. C'est la défaite la plus cuisante pour le parti républicain. C'est une catastrophe. Je crois que c'est la pire défaite républicaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'est un homme intelligent, un homme de culture, Johnson, qui maniait bien, Johnson avait gagné. Et qui maniait bien la communication, qui était...
Et là, c'est lui qui lance de nombreuses associations, des réunions de coalition, tout un système en fait qui va permettre de préparer en fait le combat culturel qui va permettre à Reagan d'arriver au pouvoir en 1980. Et c'est ce qu'il faut faire en France, d'où la Convention de la droite. D'où la Convention de la droite, qui a été en réalité, si vous la regardez à présent, la rampe de lancement d'Éric Zemmour aujourd'hui. C'était une répétition. Pas dire, oui, c'était presque son lancement en politique, oui, avec un discours très marquant. Le nom Reconquête avait été pensé par sa conseillère Sarah Knafo à ce moment-là, avant la Convention de la droite. Ah bon? Oui. Donc c'était je pense, une expérience réussie. Alors, parce qu'elle a permis aussi de voir les limites du potentiel candidat Zemmour. On se souvient de sa posture. Villepinte, là, le très beau discours qu'il a fait à Villepinte, est venu en décembre, oui, effacer justement le discours de la Convention de la droite qui était assez crépusculaire. Qui avait un peu emprunté, voilà, et sombre. Aussi bien dans la posture que dans le manque d'espérance. Il s'est amélioré. Ah, ça a été une révolution. Ce qui s'est amélioré aussi, c'est l'idée qu'on pouvait réunir les droites et en un même lieu, les faire parler. C'est aussi le défi du nouveau conservateur. Il était tout à fait normal que vous retrouvassiez dans le noyau dur fondateur du nouveau conservateur. C'est une revue qui n'a pas l'audience de ce que vous avez lancé un peu plus tard, Livre Noir. C'est surtout un support écrit, et oui, il en faut, donc c'est parfaitement... C'est assez complémentaire. Oui. Vous croyez qu'on va réussir à inscrire dans le marbre cette idée, déjà lancée dans la Convention de la droite, que des gens de droite de LR ou de la droite nostalgique du RPR, du gaullisme social, c'est tout vous, ça, du Front National, un peu de Villiers, un peu de Dupont-Aignan, si il veut bien se mettre dans la danse, c'est conciliable, toutes ces sensibilités pour vous. C'est ça votre pari. Et c'est aussi le pari de Livre Noir. Mais parce que ça l'est au niveau des militants déjà, et des sympathisants, plus que des militants. Le peuple de droite, entre guillemets, il est déjà tout à fait prêt à travailler ensemble, à se battre sur le même front. Et il a très bien compris qui étaient nos vrais adversaires. Et il est désespéré par les querelles de ceux qui sont censés les représenter et qui les représentent si mal. Est-ce que vous aimez le mot conservateur? Parce que vous l'incarnez très bien, on a parlé de votre généalogie, trop à votre goût mais pas assez au mien. On a parlé de votre côté un peu cutéreux, attaché à votre terre, de votre engagement auprès de Marine Le Pen, ainsi ensuite que Marion Maréchal, l'idée de la Convention de la droite, Livre Noir dont nous allons parler, et le nouveau conservateur. Est-ce que le mot vous va, donc, conservateur? Non. Ah. Pas vraiment. C'est très embêtant. Mais c'est très embêtant parce qu'il va très bien en anglais et beaucoup moins en français. Pourquoi? J'aime ce qu'il recouvre. Pourquoi? Parce qu'il a une connotation un peu poussiéreuse. Heureusement, vous avez eu l'idée, Paul-Marie Couteau, de l'associer à nouveau conservateur. Oui. Mais je trouve, malheureusement, parce qu'il a peut-être été défendu par les mauvaises personnes longtemps... C'est le problème du mot au XIXe siècle. Voilà. Au XIXe siècle, l'idée de conserver a pris de plein fouet le progressisme ambiant, que vous pourfendez, puisque la Convention de la droite, on a fixé un ennemi, conformément à la doctrine de Carl Schmitt. Pour faire de la politique, il faut fixer un ennemi et ensuite prendre tous ceux qui ne sont pas dans le champ de l'adversaire. L'ennemi, c'est le progressisme. La Convention de la droite, on était tous en train de tirer les uns après les autres de la tribune sur le progressisme. C'était très nouveau. Mais on n'aurait pas fait ça au XIXe siècle, parce que d'une certaine façon, le progressisme était en pleine montée de sève et a disqualifié tout ce qui entendait conserver, et même des conservateurs comme Flaubert ou Balzac ont moqué le conservateur sous les traits du bon bourgeois qui tire sur son cigare et qui a des pantoufles et des charentaises aux pieds. C'est ça ce qui ne vous plaît pas. Mais un mot peut ressurgir avec de nouvelles connotations. Et c'est le pari que nous faisons. Exactement. C'est pour ça qu'il ne me plaisait pas, il me plaît de plus en plus. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, plus largement, c'est que la droite recommence à mener et à gagner le combat sémantique, le combat lexical. Je pense au mot islamo-gauchisme. C'est Pierre-André Taguieff, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça y est, pour enfin
La droite s'est attaquée avec un concept, avec un mot, et a justement, la théorie du partisan, a été vraiment sur le terrain de l'adversaire. Jusque-là, c'est la gauche qui nous imposait son vocabulaire depuis des années. Et on sent qu'il y a un renversement. On avait imposé le mot souverainisme déjà. Oui, c'est vrai. Qui était tout à fait neuf. Mais qui était c'était plus clivant. Oui. Alors que le mot conservateur peut réunir toutes les familles de la droite, justement. Il y a un peu de tout. Un conservateur, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement contre le progrès, mais qui l'examine avant de tomber dedans. Voilà. C'est ça qui est agréable avec... pourquoi je me reconnais dans le conservatisme, parce que justement, ça n'est pas une étiquette, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas un système, c'est un tempérament. C'est une disposition de l'esprit, une esthétique. C'est une esthétique. Exactement. C'est d'abord... on en avait parlé lors de notre précédente conversation, mais effectivement, c'est un exercice du discernement. C'est observé par la connaissance de l'histoire, l'observation des caractères humains et des contingences aussi. Toujours. Exactement, ce qui revient toujours. Eh bien, essayer de faire le tri entre les choses légitimes et qu'il faut conserver de la modernité, et celles au contraire qu'il faut combattre. Solzhenitsyn a écrit un jour une phrase assez simple que nous avons plusieurs fois reprise dans nos différents numéros, Nouveaux conservateurs. Être conservateur, c'est regarder où on met les pieds. C'est tout simplement ça. On n'est pas opposé au progrès. L'eau chaude, c'est bien de l'avoir en tournant un robinet ou un téléphone, si on veut appeler un ami. Mais il faut d'abord que ça passe à l'examen. Tout ce qui est nouveau n'est pas nécessairement supérieur à ce qui est ancien et ne le dévalue pas. C'est ça. Exactement. Et il y a aussi une autre manière de le définir, bien sûr. Et également, c'est Roger Scruton qui, d'ailleurs, était mort peu après la Convention de la droite, qui a beaucoup écrit sur le conservatisme. Mais il n'a pas pu venir. Il avait donné son accord, mais il était malheureusement déjà très malade. Un des fondateurs, encore anglo-saxon, du renouveau conservateur. Et qui parlait, lui, d'un contrat social entre les morts, les ancêtres, ceux qui vivent dans le présent, les vivants, et puis ceux qui sont à venir. Et je trouve ça très beau, cette vision d'un nouveau contrat social. C'est le contraire du progressisme, en tous les cas. C'est exactement le contraire du progressisme. Et qui, d'une certaine façon, nous enferme dans un présentisme absolu. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, on est baba devant, et on oublie tout ce qui est arrivé avant. Et du coup, on ne s'inscrit pas dans le temps et on fait un peu fi de l'avenir. Les progressistes n'ont pas du tout pensé qu'ils épuisaient les ressources de la planète, par exemple. Le conservateur n'a pas une vision linéaire de l'histoire. Voilà. Il sait que l'histoire est exactement cyclique, c'est un balancier, et on sait qu'après quelques années, c'est pour ça qu'on peut garder l'espérance quand on est attaché au conservatisme, parce qu'on sait très bien, et d'ailleurs beaucoup d'éléments nous le disent aujourd'hui, que nos idées reviendront reprendrondront une hégémonie culturelle. C'est le cas aujourd'hui. Ah, mais c'est très intéressant. Alors si le combat s'engage plutôt bien. Par arriver à donner un nouveau sens, renouveler ce mot. Si c'était un paysage, le mot conservateur, ce serait lequel pour vous? Moi, je pense immédiatement à une forêt, avec justement le cycle des saisons. C'est ça, archaïque. Oui, et puis ce cycle des saisons, de Gaulois, en fait. Oui, effectivement. C'est le très profond archaïque français. Oui. Avec les couleurs des feuilles qui évoluent au fil des mois. À l'occasion du confinement, j'ai eu la chance de pouvoir être enfermé, entre guillemets, en pleine campagne, donc de pouvoir tous les jours me promener, et ça sur plusieurs mois d'affilée. Et quand on voit la nature changer, c'est merveilleux, parce que le conservatisme, on a justement, on en parlait, cette image un peu poussiéreuse, figée, mais c'est tout le contraire. C'est regarder les nuances imperceptibles, qui ne sont pas des révolutions, qui sont des évolutions lentes, et qui sont d'une beauté incroyable. À une loi secrète de la nature, en réalité. C'est la notion de limite également. Pas précipité. La notion de limite le conservatisme met immédiatement dans la notion de limite. La liberté, bien sûr, les conservateurs sont très attachés, mais liberté, voilà, un autre s'empêche, qui lui-même se fixe ses propres limites. La notion de frontière, la liberté justement plutôt que la licence. C'est un rapport au temps, au rythme
au rythme des choses qui est aussi différent. Donc je pense qu'on y revient parce qu'il y a eu une espèce de voracité de la modernité, de la post-modernité, qui est en train de tout saccager sur son passage, aussi bien la langue que la nature, que les hommes, ce qui fait l'homme et la nature humaine, exactement. Et que là, heureusement, ça a été tellement loin qu'on revient. Peut-être que c'est pas innocent de parler du confinement, ça a été dans la conscience collective, ça a été une évolution, justement. Je pense. Et un basculement qui avait déjà commencé, puisque je rappelle, c'était un thème d'un article du Nouveau Conservateur, que la population urbaine a commencé à décroître depuis 2010 par rapport à la population rurale, c'est-à-dire vivant dans des petites villes ou des villages de moins de 10 000 habitants. Donc, ce basculement, vous le voyez d'un bon œil. Bien sûr, très bon œil. Il faut l'instruire et il appartient au fond à la cosmogonie conservatrice. Au fond, l'écologie est très conservatrice par nature. Très naturellement conservatrice, bien entendu. Ce qui est malheureux, c'est que les politiques se revendiquant du conservatisme s'en emparent aussi peu ou aussi mal. Ça, c'est le thème de votre prochain numéro, de votre article dans le prochain numéro. Tout à fait. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a deux défis. Pourquoi deux ? Pourquoi j'en choisis deux et pas davantage ? C'est parce que il y a quelque chose d'irréversible dans l'un et l'autre de ces phénomènes. C'est le défi démographique d'un côté et le défi écologique de l'autre. On ne peut pas revenir en arrière. Saisir. Exactement. Et ça, j'attends effectivement. On a pu se laisser piquer un terme conservateur par des écologistes qui l'ont mêlé au progressisme le plus stupide. Échevelé en tous les cas. Il y a peut-être une espèce de côté buté chez les conservateurs qui les empêche de se saisir des défis. Oui, à droite. Justement. Oui, justement, parce que à droite. Le mot avait disparu. Il a disparu parce que ça a été l'Action française pendant très longtemps, qui a hérité de l'embryon de mouvement conservateur né après la chute de l'Empire. Justement avec la revue Le Conservateur, qui est un peu notre ancêtre. Et puis on peut dire aussi qu'il y a eu le gaullisme, qui a été aussi un héritier après l'Action française, à partir de 40, il faut dire, de cette même veine. Et la droite contemporaine a mis du temps à le comprendre, et pendant ce temps, la gauche piquait le thème, le thème de la nature. Tout comme si on revient au XIXe siècle, la droite s'est laissée piquer le thème de la question sociale. Plus ou moins, oui. Un peu trop tardivement. Il y a eu la doctrine sociale de l'Église, mais qui est arrivée un peu trop tard. Oui. Et les conditions ouvrières dans les années 1820-1830 étaient abominables. Et elles le sont restées pendant plusieurs années. Et la droite est passée à côté. Et passée à côté. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Justement, les conservateurs... Le comte de Chambord, je vous signale, avait placé la participation reprise par le général de Gaulle. Et les conservateurs s'en étaient emparés, sociale dans son programme. Une partie de ce qu'on peut appeler la droite de l'époque, en revanche, refusait de regarder cette question. C'était la droite progressiste, en fait. Exactement. Donc l'ennemi, c'est pas la gauche, c'est le progressisme. En fait. C'est le progressisme. Alors, et si c'était un livre, le mot conservateur, pour vous, quel serait-il ? Occasion de nous parler de vos lectures. Lectures nombreuses. C'est la découverte tardive pour moi de Bernanos. C'est peut-être l'auteur, pas sans parler de livre, mais l'auteur qui incarnerait peut-être le mieux, à mes yeux, ce conservatisme. Parce que justement, le conservatisme ne doit pas être figé. On pense à Chateaubriand, c'était un aventurier. Il a une vie absolument fascinante. Oui. Moi, je pense à un autre auteur que j'aime beaucoup, Barbey d'Aurevilly. Parlez-nous de Barbey, alors. Oui. Barbey, c'est... Je suis convaincu, ça n'a jamais été écrit, et j'espère, si un jour j'en ai le temps, que j'y consacrerai peut-être un essai, que Barbey a inspiré Dali. C'était un dandy incroyable, très excentrique, très original, et qui justement était anti-moderne, et avec une écriture, un style qui prenait le meilleur de la tradition française classique, tout en y intégrant peut-être le meilleur de la modernité, une forme de transgressivité. Il faut lire de Barbey pour commencer. Pour moi, les diaboliques sont les plus fascinantes. Mais il faut lire ses écrits politiques et ses critiques, les médaillons des académiciens. Enfin, c'est savoureux, c'est drôle. C'est un auteur qui, je trouve, vraiment devrait être réhabilité. Il a été beaucoup trop oublié. À propos de livres, je vous ai demandé d'apporter un objet qui pourrait symboliser pour vous ce que le mot conservateur veut dire. Et vous avez apporté un petit livre
de Barbey. Voilà, Le Chevalier des Touches. Il a replongé dans la chouannerie à l'occasion de ce roman. Pourquoi j'ai pris ce livre? C'est vraiment une belle reliure, signée. Quel objet aussi, hein, c'est du cuir, du papier, on revient à la nature encore une fois. C'est qu'aujourd'hui, un beau volume relié ancien coûte presque le prix d'un poche, hein, il faut s'en souvenir. Rien du tout. Oui. Et ça, c'est de l'écologie au moins. Ce ne sont pas des choses qu'on jette. Donc, Vous n'avez pas jeté. Chiner, c'est déjà un premier acte. Vous n'avez pas jeté. Non, pas tellement. Ah, ça, c'est être conservateur. Oui, bien sûr, exactement. Et si c'était un pays, quel serait-il? Très naturellement la France, je vous le dirais, mais la campagne française, une fois de plus, les provinces. Et alors un autre pays, parce que je pensais que vous allez penser à un autre. Ah, l'Italie. L'Italie. Non, d'ailleurs, bon, c'est mon petit chauvinisme qui a parlé juste avant, mais l'Italie est sans doute bien plus conservatrice que la France, naturellement. Je pensais que vous alliez me parler de Hongrie, où vous avez accompagné récemment Marion Maréchal. Alors, la Hongrie, c'est un pays qui a rené de ses cendres, enfin. Oui. Et même la langue hongroise avait complètement disparu, a été recréée au milieu du 19e siècle. La Hongrie est passionnante parce que c'est peut-être le seul exemple récent de combat culturel conservateur réussi, qui a été mené d'une main de maître par Viktor Orban, qui était au départ un opposant au communisme, très libéral dans les années 90, et qui a compris qu'il se passait quelque chose, qu'il fallait se battre sur d'autres plans que sur la seule question économique, et qui sur 32 ans, il a été 16 ans au pouvoir, 32 ans de vie politique, 16 ans au pouvoir, a vraiment eu l'intelligence de ne pas laisser un seul champ de bataille sans y placer des troupes. Aussi bien l'université que le monde culturel, que la langue, justement, bien sûr la vie politique, les questions économiques, le patrimoine architectural. Aujourd'hui, Viktor Orban est l'un de ceux, l'Union européenne, c'est assez rare, qui a reconstruit des quartiers enlaidis en rebâtissant sur les schémas de la Budapest la plus glorieuse, c'est-à-dire celle de la fin du 19e, une architecture du 20e siècle. Traditionnelle. Tout à fait. Et c'est très bien réalisé. Budapest. On n'y voit presque aucune différence entre ces bâtiments. Vous revenez toujours à l'aspect esthétique des choses. C'est très constant chez vous. Je vous demandais un jour incidemment votre position sur le déchaînement covidique ou covidien. Vous n'étiez pas dans un camp pro ou dans un camp anti nettement, mais vous m'avez répondu. C'est le règne de la laideur. C'est moche. C'est moche, les masques. C'est moderne. Et puis cette crainte perpétuelle. Ça vous frappe pas que ce qui est moderne est moche? Oui, massivement. Mais sauf justement, ce qui est si moche vous allez à Budapest, est faux, justement. Vous voyez une modernité qui a su rester belle et se renouveler. Il y a quelques belles choses dans la modernité. On a aussi protégé des espaces naturels en France particulièrement. La modernité peut servir. Exactement. Le progrès peut servir à protéger l'héritage. Et c'est vrai en matière de patrimoine, de restauration du patrimoine. Ça aussi, le campagnard aristocrate que vous êtes typiquement est assez sensible au thème de la restauration. Bien sûr. Vous avez un château de famille restauré? Tout a été vendu. Il n'y a plus de patrimoine historique, de grandes maisons. Mais il y a un attachement aux vieilles pierres et chaque fois que je peux soutenir d'une manière ou d'une autre tout ce qui concerne la restauration de patrimoine, la sauvegarde de patrimoine, je le fais. Et de ce point de vue, je trouve qu'il y a de très belles choses qui se font ces derniers temps. Je pense à ces rachats de châteaux en ruine, justement, par des groupements, je pense au d'Artagnan, mais ça fait plaisir de voir... L'association des jeunes d'Artagnan. Exactement. Mais ça, nous les avons présentés dans un numéro du Nouveau Conservateur. Évidemment, nous revenons souvent sur la protection et la rénovation du patrimoine. C'est un grand thème. Et j'en reviens au Covid, parce que je vous ai coupé, pardon, mais cette esthétique... covidienne, faite de masques. De piqûres, de seringues. Même si vous regardez les gestes, on ne sait plus si on serre la main, si on tend le poing, si on se recule. Donc même, ça crée des espèces de scènes de théâtre désarticulées. On a l'impression de... C'est peut-être le monde moderne, ça. Si c'est le cas, c'est très malsain. Ça défigure au sens propre.
C'est défigurant, ces masques sont des figures. Et l'obsession médicale a quelque chose de très anti-humaniste. Transhumaniste et anti-humaniste. Ce qui est inquiétant, c'est-à-dire les masques. Voilà, aujourd'hui, on force les enfants à porter ces masques à longueur de journée, ce qui est une aberration sur le plan sanitaire, d'autant que chacun sait que les enfants les enlèvent, les retirent, les salissent, les échangent. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais imaginez cette génération de gamins qui aura passé son enfance, le visage, c'est ce qui exprime toutes les émotions, toutes les traits de personnalité. À partir d'un visage, on sait à peu près très rapidement, quand on a un peu d'instinct et qu'on est un peu observateur, qui on a devant soi, quels sont ses traits de caractère principaux. Alors, sans faire de la physionomie, mais tout de même, c'est très révélateur. Et ces enfants-là, mais qu'est-ce qu'ils auront pour se repérer dans le monde de demain, en dehors de leur écran? À la place, ils ont des masques, ils peuvent les enlever devant quoi? Devant les écrans. Voilà. Ils passent un temps fou. C'est un nouveau monde, le monde des robots, comme disait Bernanos. La France contre les robots. La France contre les robots. Juste après-guerre, oui. Pour l'instant, c'est les robots contre la France. Est-ce que la France prendra sa revanche? Comment voyez-vous le monde à venir? Est-ce qu'il y a un vrai danger transhumaniste, justement? Enfin, une idée de sortir de la nature de l'homme et de recréer un homme nouveau, qui est l'antinomie du réflexe conservateur. Oui, il y a un danger transhumaniste. Après, alors, il faut toujours se méfier des délires apocalyptiques, et la nouvelle écologie nous y entraîne souvent, une espèce de catastrophisme systématique. Mais je pense tout de même que les limites de nos ressources vont à un moment donné nous forcer à vivre avec un peu plus de sobriété et de manière un peu moins déconnectée justement des réalités, des contingences, aussi bien en termes de ressources géographiques. Ça vous fait peur, ça, l'eugénisme, la transformation de l'homme, la recréation d'un homme nouveau? Je pense que le tradit que vous êtes, quoi que vous en ayez, est assez heurté par ces perspectives, non? En fait, c'est presque hypnotisant. On ne sait pas vraiment, c'est glaçant. On est face à un gouffre. Où est-ce qu'on va aller quand on voit ce qui se passe en Chine aujourd'hui entre le contrôle social et les capacités de manipulation génétique? Par l'intelligence artificielle. Là, ça devient des domaines où il est impossible de prévoir ce que sera l'homme dans quelques années. Est-ce que c'est pas la Tout mission... va à une vitesse effrayante. Est-ce que c'est pas la mission de la France traditionnelle, dont vous êtes un rejeton exemplaire, je dirais, que d'instruire le monde contre ce danger d'un nouveau monde devenu. Et c'est ce que vous faites à travers le Nouveau Conservateur. C'est ce que nous essayons, en choisissant aussi justement un format papier, un format qu'on n'agresse pas. Un format un peu à l'ancienne. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est parfaitement volontaire. Comment lutter, ça c'est la grande question. Parce que face à la technique, le combat est souvent perdu. Par la tradition? La technique par la culture, le problème est de canaliser la technique, parce qu'on ne va pas l'empêcher. C'est comme les ludistes qui cassaient leurs machines, ou les canulionnais, ça ne fonctionne pas. Donc on ne va pas pouvoir casser la machine, il faut en revanche l'encadrer, la laisser à sa place, c'est-à-dire une place bien abritée de ce qu'elle pourrait bouleverser dans la nature humaine. Et si c'était une musique? Le mot conservateur. Ah, Schubert, les divertissements à la hongroise. Ah, donc en Hongrie. Schubert. Ah oui, très juste. C'était pas volontaire, mais... La musique joue un rôle dans votre vie, je crois. Oui, mais rarement. J'ai des moments de musique, mais sinon... Ça aussi, c'est un antidote j'aime beaucoup le silence, contre le monde tout de même. Moderne. Ah, oui. Le silence est encore plus... Peut-être que la plus belle musique conservatrice, c'est le silence. Il y a cette phrase magnifique, qui est maintenant très connue, que j'ai utilisée depuis 20 ans, une phrase de Bernanos, reprise par Mauriac: « Le monde moderne est une conspiration permanente contre la vie intérieure, et contre le silence qui permet la vie intérieure. » Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Il ne faut rien ajouter à cela. C'est précisément cela, mais... C'est ce qu'il nous faut apprendre à nos contemporains, instruire, réinstruire. Et ça, c'est un legs de notre culture. Il y a une culture française, contrairement à ce que d'aucuns esprits ont avancé récemment. Et elle revit, je pense. Là encore, on a des raisons d'espérer, parce que, entre mes années, on parlait la dernière fois à Sciences Po, en début des années 2000 et aujourd'hui, clairement, il y a un progrès incroyable. L'ensemble de la société subit des attaques peut-être plus violentes, justement par la technique, mais il y a aussi des renaissances
inespéré. C'est très rassurant. Il y a un vocabulaire conservateur et beaucoup de verbes qui commencent par « re ». Oui. Restaurer, retrouver, rénover, renouveler. C'est l'idée du cycle. C'est l'idée du cycle. On y revient. Oui. Ce balancier qui, encore une fois, nous permet de continuer le combat, parce qu'on sait qu'il sera gagné un jour. Si ce n'est pas par nous, ce sera la génération suivante, ce sera celle de nos petits-enfants au pire. Et là, encore une fois, c'est la France qui est à la manœuvre. Parce que quand je vous ai demandé quel pays était associé au mot conservateur, vous avez dit la France. Mais ce renouveau conservateur qui apparaît un peu partout dans le monde, hein, même aux États-Unis, Trump, parler de Orban, on peut parler de plusieurs mouvements conservateurs qui renaissent en Espagne, en Pologne, au Danemark. Mais c'est tout de même le vieil humus français qui peut-être est notre meilleure carte. Alors je dirais plutôt que la France a tout de même une certaine habitude dans l'histoire d'être en première ligne, très exposée aux premiers combats, aux premières révolutions, et je pense que la prochaine révolution, elle sera, alors les deux mots peuvent paraître antithétiques, mais elle sera conservatritre. Finalement, vous adoptez le mot. Merci François-Louis Devoyer. Merci beaucoup pour cette très agréable conversation. J'espère que nous aurons une autre convention de la droite. J'espère. Je sais qu'il y a des projets en cours. Est-ce qu'ils aboutiront? Je le souhaite, mais qu'on en verra une deuxième édition, pas une seconde, avant les élections présidentielles. En tous les cas, j'aimerais, pour conclure, je vous dirai, cher François-Louis, que j'aimerais être à votre place. Vous êtes très jeune, très porteur d'une histoire longue, et de ce point de vue, je pense que vous voyez loin, que vous êtes courageux et que vous aurez un grand rôle à jouer dans la politique et la culture française. Faites-nous ce travail sur Barbey Rivelli, par exemple. Et voilà, j'aimerais être à votre place parce que vous avez beaucoup d'années de combat à mener et on sait que vous jouerez un grand rôle, ça j'en suis persuadé, dans l'avenir de notre pays. Je vous remercie, mais parce que vous avez aussi inspiré ma génération, vous, j'entends, ceux qui ont permis la transmission justement de ce conservatisme. Restons sur ce mot transmission qui est tellement important. Merci beaucoup François-Louis et à bientôt quoi qu'il arrive. Merci Paul-Marie.